Bien, alors, deuxième quiz. Alors, il y aura peut-être des redondances avec le premier, hein. On a appelé ça plutôt stratégie, hein, alors que tu étais en jeu tout à l'heure. Bon, enfin bon, il y a souvent des redondances. Bon, c'est pas grave, on fait avec. Alors, quelle est la première approche? Attends, j'ai quand même. Voilà. Quelle est la approche pour décarboner la production d'énergie à grande échelle? Remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, augmenter l'utilisation d'énergie fossile à haute efficacité, augmenter la consommation de gaz naturel, améliorer l'extraction. Bon, on est d'accord que c'est remplacer l'énergie fossile par des énergies renouvelables, il n'y a pas de doute là-dessus. Quel est le rôle de l'énergie nucléaire dans la stratégie de décarbonation? Alors, réduire l'émission de carbone tout en produisant de l'électricité bas carbone, remplacer toutes les énergies renouvelables. Mais non, on ne va pas remplacer les énergies renouvelables par le nucléaire. Utiliser moins de combustible pour produire plus de CO2. Non, puisqu'on moins de combustible, on brûlera toujours du charbon, on brûlera toujours du gaz, donc on sera toujours carboné. Augmenter l'extraction du charbon, non, bien sûr que non. Donc c'est bien réduire les émissions de carbone tout en produisant de l'électricité. Il faut bien voir que, pour produire 1 kWh électrique, on évalue, ça dépend des modes de calcul, mais à 5 grammes de CO2, hein, avec du nucléaire, 5 à 10 grammes de CO2 avec du nucléaire. Si vous prenez tout à l'heure, on a vu du charbon, c'est 1 kilo. Hein, donc c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Voilà. Alors, quel rôle jouent les centrales à gaz dans la transition vers une production d'énergie décarbonée? Alors, on l'a vu aussi tout à l'heure dans les bilans, dans les solutions d'alternatives. Bon, elles n'augmentent pas la production de CO2, non. Elles sont complètement remplacées par les énergies renouvelables. Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas remplacer totalement les énergies renouvelables par des... On ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir un système qui ne vit que de renouvelables. Pourquoi? Parce que c'est des énergies intermittentes. Donc il faut pouvoir avoir un dispositif technique qui produit l'énergie électrique, même lorsqu'il n'y a pas de vent et pas de soleil. Bon, elles ne se jouent aucun rôle, non. Donc elles servent bien de source d'énergie de transition, hein, émettant moins de CO2 que le charbon et que le pétrole. Et en plus, ça peut être associé à des captures et stockages de carbone. Voilà. Et puis, bien sûr, elles sont complémentaires des énergies intermittentes. Hein. Une turbine à gaz, ça se pilote, si vous voulez. Hein. On peut réduire sa charge, augmenter sa charge. Un central photovoltaïque, c'est très compliqué. On est dépendant d'un paramètre qui est le soleil, qui est l'ensoleillement. Et donc, si vous avez une forte demande électrique et que vous n'avez pas d'ensoleillement, il faut trouver une solution de substitution. Alors ça peut être bien sûr le nucléaire, hein, bien sûr, mais ça peut être les centrales à gaz. Et en plus de transition, pourquoi? Parce que ça met beaucoup plus, on l'a pas vu tout à l'heure, mais ça émet beaucoup plus, 1 kWh électrique issu d'une centrale thermique à gaz émet beaucoup moins de carbone que le charbon et même que le pétrole. Alors, quelle technologie permet de capter le CO2 des centrales thermiques avant son émission dans l'atmosphère? C'est pas le raffinage, c'est pas l'électrolyse, c'est pas la cogénération. La cogénération, c'est produire de l'électricité et de la chaleur en même temps, mais c'est bien la capture et le stockage de carbone. Alors, comment les microgrids contribuent-ils à la décarbonation de la production d'énergie? On va éliminer les mauvaises réponses en augmentant la production de charbon, non. En réduisant la production d'énergie renouvelable, non. En centralisant la production d'énergie, non. Donc il reste le B. En intégrant les énergies renouvelables locales, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles et aux grandes infrastructures. D'accord? Hein? Donc on fait appel, quand c'est possible, aux énergies renouvelables. Et donc on évite de faire démarrer, mais enfin pas toujours les centrales thermiques ou les chaudières. Hein. Ok. Alors, stratégie de décarbonation des usages d'énergie. Quelle est la stratégie principale pour décarboner le secteur des transports? Réduire la consommation des biocarburants, difficile.
passer au véhicule électrique, au carburant synthétique et à l'hydrogène. Ça me paraît la bonne solution. On va voir les autres. Augmenter la consommation de gaz naturel, développer des moteurs thermiques plus puissants. On aurait dit plus efficaces. Pourquoi pas? Mais ça décarbone pas, mais ça réduit la carbonation. Question 7. Quel rôle joue l'hydrogène vert dans la décarbonation des usages énergétiques industriels et de transport lourd? Alors, hydrogène vert, pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'hydrogène, suivant sa provenance, on lui donne des couleurs. Alors, vert veut dire que c'est sur des ressources renouvelables, solaire, éolien, etc. Noir, c'est issu du pétrole. Et puis, il y a du bleu et du gris. Hein, bon, voilà. Le nucléaire, c'est plutôt du bleu, si je dis pas de bêtises. Pourquoi c'est pas... Bon, voilà, c'est bon, comme ça. Alors pour les transports lourds, il remplace les carburants fossiles dans les secteurs difficiles électrifiés. Oui, c'est vrai. Parce que alors, il est utilisé uniquement pour les véhicules particuliers, non. Il augmente les émissions de CO2, non. Il est principalement utilisé dans les centrales à charbon, non. Donc c'est bien le A. Alors on va peut-être donner une explication quand même. Il remplace les carburants fossiles dans un secteur difficile à électrifier. Oui, parce que si vous voulez, prenez le secteur du train, hein, des transports ferroviaires. Bon, aujourd'hui, si vous voulez, vous allez mettre de l'hydrogène uniquement là où vous n'avez pas de ligne électrique. Hein, si vous avez des lignes électriques, vous n'allez pas mettre de l'hydrogène. Maintenant, par exemple, des véhicules, un véhicule relativement léger, un semi-remorque, pas très lourd, vous allez, bon, non, même, il faut plutôt, excusez-moi, il y a oui, voilà, les très gros véhicules, voilà, excusez-moi, les très gros véhicules, ou les bateaux, hein, l'usage maritime, bon, c'est difficile à électrifier parce que ça réclamerait des puissances électriques énormes. Et puis il y a un problème d'autonomie des batteries. Hein. Une batterie ne va pas être autonome des mois et des mois, enfin des semaines et des semaines sur des gros tankers. Donc vaut mieux mettre, alors soit on a du carbone fossile, et que peut-on remplacer? C'est mettre de l'hydrogène ou un combustible issu de l'hydrogène. J'ai parlé de méthane et d'ammoniac. Quelles technologies peuvent être utilisées pour décarboner le chauffage? Là, c'est pas le chauffage au fioul, bien sûr, c'est la pompe à chaleur. Solaire thermique et réseau de chaleur alimentant pas. Voilà, ça c'est ça. Utilisation d'électricité produite à partir de centrales à charbon, ben non, si vous brûlez du charbon pour faire l'électricité, ça décarbone en rien votre chauffage. Comment la rénovation énergétique en bâtiment contribue-t-elle à la décarbonation? La rénovation énergétique, ça n'augmente pas la consommation de chaleur, heureusement. Ça n'augmente pas l'utilisation de systèmes de chauffage à base de combustible. Ça ne favorise pas les équipements à gaz naturel. Mais ça réduit la demande énergétique grâce à une meilleure isolation, des fenêtres plus efficaces et une gestion intelligente de l'énergie. Ok. Comment le développement de villes intelligentes aide-t-il à décarboner l'usage de l'énergie? En optimisant la consommation d'énergie grâce à des systèmes de gestion intelligente. Tiens, vous voyez? Voilà. Les autres, en augmentant la dépendance aux énergies fossiles, non. En réduisant l'utilisation d'énergie renouvelable, non. Et en construisant plus de centrales charbon, non. Pas très compliqué. Alors, question 11. Politique de décarbonation de l'énergie. Quelle est la politique économique couramment utilisée pour encourager la décarbonation dans les industries de maîtrise de CO2? C'est la taxe carbone, on en a parlé tout à l'heure, et le marché des quotas. C'est-à-dire qu'en fait, votre usine, votre industrie a un quota à ne pas dépasser, ou alors s'il le dépasse, il doit payer une taxe en fonction de la tonne en excès, les tonnes émises en excès par rapport à ces quotas. Alors, quel est le but des certificats d'économie d'énergie? Alors, c'est vrai qu'on en parlera plus tard. C'est un processus qui permet de financer quelques investissements dans des systèmes d'économie d'énergie. Donc, c'est un processus un peu complexe de financement. Et si vous êtes utilisateur, ou vous voulez acheter une machine qui est identifiée comme pouvant bénéficier d'un certificat d'économie d'énergie, eh bien sûr, c'est des équipements ou des machines qui, bien sûr, permettent de réduire les consommations. Alors, réduire les émissions de CO2, non.
Bon. Inciter les entreprises à réaliser des économies d'énergie? Oui. Bon, le reste, c'est faux. Donc c'est bien les entreprises, et c'est pas que les entreprises. Hein, ça peut être, des, oui, enfin, les entreprises de façon large, oui. Même les particuliers on peut l'embêcher indirectement. Hein. On a, donc, il y a longtemps, on mettait des éclairages LED qui étaient aidés par les certificats d'économie d'énergie. Même les véhicules électriques vont être, pour les particuliers, vont être aidés par les certificats d'économie d'énergie. Comment les normes de performance énergétique contribuent-elles à la décarbonation des bâtiments? Elles augmentent la consommation? Non. Elles imposent des seuils de consommation énergétique maximum? Voilà. Bon, j'oublie le reste. C'est bien ça. Il y a des seuils de consommation énergétique maximum dans les bâtiments nouveaux. Donc à chaque dépôt une demande de construire et je dois prouver que mon futur bâtiment ne consommera pas plus que tant de kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an. Donc ça, il y a un calcul, c'est le calcul thermique du bâtiment, que certains peut-être connaissent. Et donc, il ne faut pas dépasser ce seuil, sinon on ne vous autorise pas à construire la maison. Après, ça s'applique aussi à quelques rénovations, enfin bon, dans certaines conditions. Comment le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne fonctionne-t-il pour réduire les émissions de carbone? Là, on en a déjà un peu parlé. Les entreprises achètent et vendent des quotas d'émissions. Chaque quota représente une tonne de CO2. C'est ça. Bon, les autres, je ne regarde même pas. C'est un peu ridicule. Enjeux technologiques et économiques de la décarbonation. Quelle est la principale difficulté rencontrée dans le stockage d'énergie renouvelable? Alors, le stockage d'énergie fossile est plus physique, pas plus efficace, plus facile, ça c'est sûr. Hein. Stocker 1 mètre cube de fuel, c'est pas très compliqué. Hein. Il faut un réservoir. L'intermittence de la production d'énergie renouvelable nécessite des technologies de stockage coûteuses à grande échelle. Les énergies renouvelables ne produisent pas, c'est pas vrai. Les stockages d'énergie renouvelable est impossible. Non. C'est donc l'intermittence. C'est vrai, l'intermittence de la production d'énergie renouvelable nécessite des techniques de stockage. Et elles sont encore coûteuses. Elles sont coûteuses. Et d'ailleurs, si vous faites le bilan d'une engine solaire photovoltaïque, si elle est raccordée au réseau, elle délivre directement son énergie sur le réseau électrique et je dirais le coût du kilowattheure est relativement acceptable. Si maintenant vous le mettez sur un ensemble de batteries pour ensuite réinjecter au réseau, pour utiliser l'énergie électrique à une autre période que la période de production, là vous payez beaucoup plus cher le kilowattheure. Donc souvent, on est dans les systèmes solaires actifs, on parle de systèmes connectés ou non connectés, et l'économie, bien sûr, n'a rien à voir entre l'un et l'autre. 16. Quel est l'objectif principal de Smart Grid, réseau électrique intelligent dans la transition énergétique? Réduire la consommation d'électricité? Non, permettre une meilleure intégration des énergies renouvelables en adaptant la demande à l'offre. Ok. Et en optimisant, là, on voit la gestion, là. La gestion intervient là. Question 17. Quel rôle joue la production décentralisée d'énergie dans les stratégies de décarbonation? Non, elle n'implante pas la dépendance aux centrales. Elle permet une production d'énergie locale et renouvelable en réduisant les pertes liées au transport d'électricité. Ok. Comment l'hydrogène peut-il être produit de manière décarbonée? À partir de l'eau, à partir d'électricité renouvelable. Tout à fait. Tout à fait. C'est hydrogène vert. D'accord? Alors, on arrive à la fin. Quel est le principal obstacle à la mise en place de technologies de décarbonation des pays en développement? Les coûts élevés, bien sûr. Le coût élevé. Et 20. Quel est l'enjeu principal des stratégies de décarbonation à l'horizon 2050? Stabiliser les émissions de CO2, non. Atteindre la neutralité carbone, c'est exact. C'est B. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention.